Alors, je voudrais faire un petit point sur la grammaire, parce que vous savez que, effectivement, quand on prend des cours d'anglais, que ce soit à l'école, que ce soit avec un livre, que ce soit dans un cours quand on est devenu adulte, la grammaire, ça prend toujours une place très importante. Alors, je voudrais un petit peu désacraliser le rôle de la grammaire et puis vous expliquer vraiment quel est l'intérêt de la grammaire et puis surtout comment on va l'apprendre en le faisant beaucoup plus efficacement et puis en se faisant beaucoup plus plaisir que étudier les règles de grammaire. Alors je vais prendre des exemples pour ça. Alors avant de partir dans des exemples, je voudrais faire une mise au point. La grammaire finalement c'est quoi? La grammaire c'est on communique de manière spontanée, on a appris à communiquer de manière aussi vivante et spontanée et la grammaire va expliquer comment et pourquoi on communique comme ça. C'est une explication de ce qu'on fait naturellement. C'est pas avec des règles de grammaire qu'on a structuré comment on communiquait, mais c'est bien l'inverse. On a communiqué, on a expliqué avec la grammaire. D'ailleurs, la preuve la plus évidente, c'est que quand on a appris les règles de grammaire du français, on savait déjà parler couramment. Donc, on est bien allé ensuite expliquer comment, pourquoi, comment on va l'écrire. C'est peut-être plus utile pour savoir comment on va l'écrire, mais certainement pas pour savoir comment on va parler. Si vous voulez comprendre l'anglais, ça ne va pas être très utile la règle de grammaire, mais si vous voulez parler spontanément et de manière vivante, la règle de grammaire, ça ne sert à rien et ça vous empêchera de parler spontanément et de parler couramment. Donc ça, c'est très important à avoir en tête parce que c'est impossible de réfléchir à sa règle de grammaire avant de former une phrase. Ça ne fonctionne pas. Quand on parle en français, on sait très bien que ça va sonner juste, ça va sonner faux. Ça, c'est correct, ça, c'est pas correct, parce qu'on a pris l'habitude. Pas parce qu'on a une règle de grammaire derrière. D'accord? Même si après, ça peut s'expliquer avec des règles de grammaire. Donc ça, c'est très important de se souvenir de ça. La règle de grammaire, c'est pas ce qui va vous permettre de parler anglais et ça va être difficile même de comprendre l'anglais au travers d'une règle de grammaire. Alors, je vais prendre un exemple concret. Quand j'étais adolescent, j'avais fait un séjour linguistique en Angleterre et à un moment donné, j'étais dans ma famille d'accueil. On était à table en train de manger et il y avait une petite fille qui à un moment donné a pris la bouteille de ketchup, s'est servie et elle me l'a tendue et elle m'a dit « Do you want some ?» Et cette phrase, alors à ce moment-là, en fait, moi j'étais content. Déjà, j'étais content parce que j'avais bien compris la phrase qui était très simple, mais bon, à ce moment-là, je ne comprenais pas grand-chose en anglais. Donc j'étais content, j'avais compris, j'ai pu lui répondre très simplement, hein, j'ai dit oui ou non. Mais toujours est-il, du coup, cette phrase m'est restée, elle est restée dans le contexte que je l'avais entendue et comme elle avait été formulée. Et elle m'est restée pendant longtemps, elle m'est toujours restée en fait, cette phrase. Donc premier point déjà, c'est que cette structure-là m'est restée tout simplement parce que je l'ai vécue dans un contexte vivant, dans lequel j'étais enthousiaste, j'étais content parce que j'arrivais à communiquer en anglais, même si c'était très basique. Et du coup, ça a fait que cette structure, dans ce contexte, elle est restée et c'est devenu une règle pour moi. Dans tel type de circonstances, j'utilise cette structure-là en anglais. Et ce n'est pas la règle de grammaire qui a fait que ça m'est resté, c'est le vécu, le concret, le côté plaisant, enthousiasmant. Et comme il y avait de l'émotion dedans, vraiment du plaisir à communiquer en anglais, eh bien c'est resté. Donc premier point, ce qui va vous permettre de retenir les structures, comment on utilise l'anglais, c'est le côté plaisant, enthousiasmant que vous avez et ce côté bien sûr de pouvoir communiquer dans une autre langue que la sienne, c'est très enthousiasmant. Et si vous écoutez quelque chose qui vous plaît vraiment ou que vous communiquez, ça va vous rester. Et là, il m'a fallu d'une seule fois pour m'en rappeler, ça fait plus de 20 ans de ça, je m'en suis toujours rappelé de cette phrase dans ce contexte-là. Alors maintenant, on va aller on va creuser un petit peu plus le côté grammaire. En fait, des années plus tard, j'ai réalisé que cette phrase-là ne correspondait pas grammaticalement à la règle que j'avais apprise. La règle que j'avais apprise, c'était on utilise some pour dire du ou des, on utilise some dans les phrases affirmatives, on utilise any dans les phrases négatives et interrogatives. Et là, c'était do you want some? Est-ce que tu en veux? C'est une phrase interrogative avec some. Et des années plus tard, j'ai réalisé donc ça ne correspond pas. Alors là, je suis allé chercher mon livre de grammaire et je suis allé regarder ça de plus près. Effectivement, mon livre de grammaire m'a confirmé la règle que j'avais apprise, mais a aussi amené un cas particulier qui dit que, ah ben oui, mais si on s'attend à une réponse positive, alors on va utiliser some dans une question. Et là, ça remplit un petit peu, oui, bon, ça rentre un peu dans ce cadre-là, mais déjà, la règle
Donc, premier point, déjà je m'aperçois qu'il y a des exceptions à la règle. Alors ça devient un peu compliqué quand on veut parler, se rappeler des règles, des exceptions, etc. Deuxième point, ben, l'explication, bon, elle tient plus ou moins la route, mais elle est quand même un peu bancale. Parce que là, la petite fille ne s'attendait pas forcément à ce que je lui dise oui. Donc, bon, ça donne un élément d'explication, d'accord, ça se justifie par la règle de grammaire, il y a des exceptions, mais malgré tout, la règle est un peu bancale et je ne comprends pas exactement. Alors que dans le contexte, j'ai très bien compris, il y a rencontrant plusieurs fois some et any dans tout un tas de contextes, j'ai très vite saisi la différence qu'il y avait entre les deux. Mais parce qu'il y avait un sens, un contexte derrière. Alors en fait, je vais vous expliquer si vous ne connaissez pas vraiment la différence, qui ne s'explique pas avec la règle de grammaire, mais vraiment avec le contexte et le sens. Some, ça va être un cas assez particulier, spécifique, pour traduire du ou des. Any, ça va être, on va utiliser any. Alors toutes les formes composées, ça marche pareil. Hein. Si on dit something, anything, someone, anyone, c'est pareil. C'est la même règle, c'est le même sens qu'il y a derrière. Et le sens, et non pas la règle de grammaire, mais le sens qu'il y a derrière, c'est que any, ça va s'utiliser quand je veux dire n'importe lequel. C'est pas du tout spécifique, c'est n'importe lequel. Any, anything, n'importe lequel. Something, c'est quelque chose, mais plus spécifique. Donc, exemple concret, par exemple, je vais dans une maison et je vais dire Is there any water in this house? Est-ce qu'il y a de l'eau dans cette maison? Mais dans le sens de est-ce qu'il y a la moindre goutte d'eau dans cette maison? De l'eau en bouteille, au robinet, n'importe où. Alors que peut-être je vais aller chez quelqu'un, c'est plus spécifique, je vais aller chez quelqu'un et puis effectivement là, la règle de grammaire va donner son sens là. Et je vais lui demander Do you have some water? Effectivement, je m'attends à ce que la personne me dise oui. Il y a plein de raisons qu'il n'y ait pas d'eau. D'accord? Donc, la règle de grammaire qui dit bah, si on s'attend à une réponse positive, on utilise some. Là, ça se comprend bien. Alors, je vais reprendre mon exemple. Tiens, la petite fille me demandait Do you want some ketchup? Pourquoi some? Parce que c'est très spécifique. C'est est-ce que tu veux du ketchup? Pas n'importe lequel. Celui que j'ai dans la main. D'accord? Est en train de me le tendre. Donc voilà, est-ce que tu veux celui-là? C'est très spécifique. Voilà. En revanche, peut-être je vais aller dans un magasin avec un ami faire des courses et puis j'ai aucune idée s'il mange du ketchup. Et là, peut-être je vais lui dire Do you want any ketchup? Est-ce que tu veux du ketchup? N'importe lequel, on verra lequel en particulier après. Mais voilà, est-ce que tu veux du ketchup d'une manière générale, d'une manière globale, n'importe lequel? Est-ce que tu veux du ketchup? Peut-être je vais être dans le rayon cette fois, je vais prendre une bouteille, je vais lui tendre, je vais lui dire Do you want some ketchup? Par contre, celui-là, celui que j'ai dans la main, on est dans du spécifique. Donc vous voyez vraiment la différence. Allez, dernier exemple, parce que je trouve très parlant celui-là aussi. Alors justement, il vient du livre de grammaire. Par exemple, je vais dire If you have any problems, come and see me. Si tu as des problèmes, viens me voir. Mais dans le sens de si tu as n'importe quel problème, viens me voir. C'est vraiment général, ouvert, il n'y a rien de spécifique là-dedans. Mais on est vraiment dans une phrase affirmative avec any. Donc vous voyez, on ne respecte pas du tout la règle de grammaire qui dit phrase affirmative some. Donc, if you have any problems, come and see me. Par exemple. En revanche, je vais dire if you have some problems, come and see me. Si tu as des problèmes, viens me voir. Ça se traduit de la même manière en français. En revanche, le sens est différent. C'est plus spécifique. If you have some problems, pourquoi je veux dire some ici? Parce que peut-être j'ai vu que tu avais des difficultés dans un certain domaine et donc j'ai des raisons de penser que tu as des problèmes. Et éventuellement, je parle de quelque chose de bien précis, je parle bien de ça. If you have some problem about it, come and see me. Si tu as des problèmes à propos de ça, viens me voir. Donc, il y a vraiment une idée derrière. Je m'attends peut-être effectivement à ce que tu dises oui, mais que je m'attende ou non, en attendant, j'ai quelque chose de spécifique en tête et je parle de quelque chose de spécifique. Voilà, donc vous voyez bien la différence, peu importe soit affirmatif, interrogatif, négatif, le sens est différent, l'utilisation du mot est différente. Et c'est vraiment ça qui fait toute la différence. C'est ça qui va vous venir spontanément à l'esprit quand vous allez vouloir utiliser some ou any et que vous allez utiliser le bon. Parce que le sens que vous y attachez n'est pas le même et forcément vous allez utiliser le bon comme ça, peu importe la règle de grammaire. Donc pour finir là-dessus, quand utiliser finalement un livre de grammaire avec des règles de grammaire? Moi aujourd'hui, je vous avoue sincèrement que je l'utilise à peu près jamais. C'est vraiment exceptionnel que je cherche une règle de grammaire. En revanche, je l'ai déjà utilisé. Je pense que quand on est débutant, et si aujourd'hui je devais repartir sur une autre langue, ce que j'envisage de faire d'ailleurs, je pense effectivement que je commencerai par lire un peu la grammaire pour avoir quelques idées générales de comment est structurée la langue et attirer mon attention un petit peu sur les grandes règles. Voilà, premier point. Deuxième point, eh bien, quand est-ce que, dans mon parcours en tout cas, je suis allé chercher le livre de grammaire que je vous encourage à faire?
c'est quand vous en avez envie, purement et simplement. D'une manière globale, c'est ça de toute manière. Et quand est-ce que vous pouvez en avoir envie, peut-être au fur et à mesure, c'est, alors des fois ça peut être pour plusieurs raisons. Pour aller confirmer une idée que vous avez que ça s'utilise comme ça dans tel contexte, mais vous n'êtes pas sûr de vous et vous voulez confirmer ce que vous pensez plus ou moins intuitivement. Donc ça peut venir renforcer un peu vos acquis en validant ce que vous avez l'impression de savoir, mais vous n'êtes pas encore sûr. Deuxième point, ça peut être parce que justement vous avez du mal à saisir le sens qu'il y a derrière. Et en regardant un peu les cas particuliers, bien souvent c'est ça, en regardant les cas particuliers de la règle de grammaire, les exemples, etc., vous allez mieux cerner la signification de telle structure ou telle structure. Donc tout ça, ça peut aider effectivement à mettre en place vraiment ce qu'il y a derrière une structure anglaise. Et tout ce qui peut vous aider est bon. Et de temps en temps, effectivement, une règle de grammaire, des exemples concrets, des explications, ça aide à mieux cerner. Et dans ce cas-là, si vous avez envie, allez chercher un livre de grammaire et regardez votre règle de grammaire. Mais dans tous les cas, c'est un outil pour vous aider à comprendre le sens qu'il y a derrière. Et ce qui va vraiment vous permettre de comprendre et d'utiliser votre anglais, c'est d'avoir vraiment un sens précis derrière, une signification derrière une structure. Et ça, comme j'ai dit encore une fois, c'est parce que vous allez le rencontrer dans des cas concrets et parce que vous avez envie de comprendre, vous faites plaisir à vraiment communiquer, comprendre l'anglais et le réutiliser. Donc voilà pour la règle de grammaire, je pense que ça devrait beaucoup vous aider si vous étiez encore un peu confus là-dessus. Et maintenant, à vous de jouer! Donc si vous avez bien aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce en l'air, ça m'aide à toujours bien entendu poursuivre ce qui fonctionne le mieux pour vous. Et bien entendu, n'hésitez pas, inscrivez-vous à la chaîne YouTube puisque développer son anglais, c'est surtout faire rentrer l'anglais dans sa vie. C'est un processus, ça se développe et c'est ce que je vous aide à faire à travers ces vidéos. I talk to you soon. Vous réalisez que vous n'êtes pas tout à fait confiant et c'est souvent le cas au début, donc c'est normal aussi, c'est tout à fait normal, mais il est bien de